appel. À Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir immense de vous retrouver pour une autre séquence internationale sur Info TV. C'est World Actu qui prend ses quartiers dès à présent. 1h52 d'échange sur diverses questions internationales et même transversales, puisque vous le savez, la grande et grosse actualité au Cameroun, c'est justement ces élections, ces conseils régionaux qui seront votés dès demain. On en parlera puisqu'il est question justement de l'image à l'international du Cameroun avec ses aspects inhérents à la décentralisation. On sera aussi du côté de Libreville au Gabon avec cette visite du président Emmanuel Macron. On va essayer ensemble et même en filigrane d'interroger les enjeux, mais surtout le gain qualitatif de cette présence française du côté du Maroc. Il y a eu des déclarations fortes. On va essayer ensemble de parcourir justement le séjour d'Emmanuel Macron du côté de Libreville. Et on achèvera l'émission avec une annonce forte, une annonce qui remet la souveraineté énergétique du Cameroun au cœur des débats. On parle là de cette nationalisation de Eneo avec justement le fonds Actis qui, grâce à une convention avec l'État du Cameroun, convention qui s'apparente et s'achemine vers 78 milliards de francs CFA, a permis à ce que le Cameroun soit de nouveau propriétaire des NEO. On en parlera de cette renationalisation justement des NEO. On va dire que l'État du Cameroun a 95% et les 5% restants appartiennent au personnel des NEO. On va tout dire sur cette question, justement, lorsque les débats seront enchaînés. Je prends la transition et je reviens tout de suite après pour la présentation de ceux qui vont nous accompagner. Sans appel. Sans appel. Retour sur le plateau de World Actu, je l'ai dit, pour nous accompagner sur ce plateau. Ils sont politiques, ils sont experts, ils sont analystes, ils sont journalistes. La toute première personne, que dis-je, personnalité que je porte à votre connaissance est Monsieur Marc Lambert Ondoa. Il est conseiller régional RDPC au Cameroun. Nous lui disons bonsoir, mais surtout bienvenue sur le plateau d'Info TV. Merci, bienvenue à vous également. Alors, on sait qu'on est quasiment en veille de scrutin, veille d'élection. Dernière ambiance dans les états-majors RDPC au Cameroun. Oui, effectivement, nous sommes en pleine campagne et la campagne finit aujourd'hui à minuit, comme vous le savez bien. C'est depuis pratiquement 2 semaines que nous sommes en campagne. Mais cette campagne, elle est spécifique tout simplement parce que vous savez très bien, c'est un vote indirect, ce sont des conseillers municipaux qui seront des électeurs. Donc c'est vraiment un vote ciblé, donc nous savons, là nous devons faire la campagne.
Merci Marc Lambert Undoa. On aura certainement plus de détails dans le déroulé de cette édition de World Actu qui, vous le comprenez, a un versant un tout petit peu spécial puisque c'est la grosse actualité du côté du Cameroun. Il est question d'expertise, les questions d'analyse ce soir sur le plateau de World Actu. Nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir M. Lucien Ngoua Sanzwango. Il est expert en économie industrielle. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Alors, vous êtes, je l'ai dit, expert en économie industrielle. Les questions d'économie n'ont aucun secret pour vous. On peut vous demander tout de go, comment est-ce que vous percevez l'économie camerounaise, africaine, qui, juste peut-être, est à la croisée des chemins. Comment est-ce que vous la percevez? Je dois dire que vous me posez... c'est une question qui demande beaucoup de temps pour répondre, mais je dois dire que pour répondre quand même à cette question, vous savez que le Cameroun, nous sommes sous programme économique et financier avec le Fonds monétaire. Oui. C'est ce qui constitue aujourd'hui le socle de toutes les activités que nous menons. Bon, s'agissant de l'Afrique, si je peux faire un bond, un saut, dans le monde aujourd'hui, l'Afrique est le seul continent, je voudrais résumer, oui. L'Afrique est le seul continent où il n'y a pas de coprospérité. Oui. Lorsqu'on voit le monde aujourd'hui, aux États-Unis, qui a sa zone d'influence, en Europe, l'Allemagne, la France avec la zone d'influence, dans les Émirats arabes avec les zones d'influence, la Chine, le Taïwan et puis le Japon, tous ces espaces sont riches. On y trouve la prospérité, on y trouve la croissance. Et malgré quelques difficultés, il y a de l'emploi. Par contre, en Afrique, c'est vraiment, comme je l'ai dit, le seul espace sur la planète où il manque véritablement la prospérité. Et c'est un grand défi sur lequel nous devons véritablement réfléchir actuellement et dans les années à venir. Merci, M. Sanzwango, pour justement cette mise en bouche qui nous permet de pointer du doigt l'expertise qui est la vôtre sur les questions de stratégie et de développement. On aura le temps justement d'y revenir. Nous allons, pour poursuivre les présentations, aller du côté des questions internationales. Je parle des relations internationales, des questions de diplomatie, avec M. Émile Abondo, qui, une fois de plus, est parmi nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Stéphane Barga. Je voudrais dire bonsoir à mes copanélistes d'aujourd'hui et vous dire que lorsque nous avons une invitation d'Info TV, personne ne saurait la bouder parce que non seulement c'est une télévision majeure et professionnelle, mais aussi une télévision qui monte dans le landerneau télévisuel, non seulement camerounais, mais aussi africain, mais surtout international. Que dire? C'est une grâce d'être invité à World Actu. Et je voudrais dire bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs et vous rappeler quelque chose qui se passe dans la scène internationale et dans la compréhension des enjeux, des sujets qui écument l'actualité internationale. C'est Razel qui le disait, celui qui gère les terres dans la théorie de la continentalité a le pouvoir. Lorsqu'on va dans la théorie de la maritimité, celui qui gère les mers a le pouvoir. Lorsqu'on va dans le domaine aérien, celui qui gère les airs a le pouvoir. Mais parce que nous sommes à l'ère du capitalisme triomphant, on se rend compte qu'en regardant de près la théorie de la quotité, la théorie des parts et la théorie de l'actionnariat, on va donc se rendre compte qu'en entreprise, celui qui a le maximum d'action a certainement aussi un pouvoir triomphant au sein de l'entreprise. Et c'est fort opportunément à propos de cela qu'on peut saluer votre problématique et votre thématique que nous aurons certainement le plaisir d'examiner aujourd'hui et j'espère que nous serons à la hauteur. Merci, merci M. Émile Abondo. Je poursuis l'exercice avec Timothée Somba qui nous a rejoint lui aussi. Bonsoir Timothée. Bonsoir Stéphane Barga. Toute ma sympathie à vous, millions de téléspectateurs. Fraternité chaleureuse exprimée à mes copanélistes. C'est un bonheur d'avoir pu rejoindre le magnifique studio d'Info TV ce soir. Je profite de l'occasion pour témoigner ma profonde gratitude au PDG d'Info TV à travers vous, qui sans cesse me renouvelez votre amitié. C'est toujours un honneur grandissime d'être associé aux agapes intellectuelles de cette chaîne.
Merci Timothée. Je termine l'exercice avec un titulaire de World Actu. Que d'années, que de temps sur cette même esclade, je veux dire, docteur Jean-Moïse Mbok. Bonsoir et bienvenue. Good evening, Stefan. Good evening to my panelists. Thank you for this invitation once again. I want to introduce myself in English just to greet my friends and my people around the country. You know, people are just used to our French-speaking debates, and at times you have to remind them that we are in the same country, we are following the same target, that is development. Thank you for this invitation once again. Allow me to greet the top management of this whole structure, and I continue to plead that investment fund must come in this house and make it bigger, because the work you are doing is a social work and you need to have more funds. Let those people that have money hear what we are saying here. Thank you, dit Dr Jean-Moïse Mbok. Vous aurez remarqué que même nos machines ne s'actualisent pas, puisque ça fait tellement de temps que vous êtes avec nous. Nos machines pensent toujours que vous êtes de la société civile, alors que vous êtes désormais stratège en communication politique. Mais on aura le temps d'ajuster. Moi, j'ai fait la remarque, peut-être vous ne l'avez pas fait. Oui, en passant. On salue dans les nouveaux diplômes acquis par... J'ai simplement compris que ça allait s'arranger. C'est ce que j'ai pensé. Se réactualiser. Mais bon, c'est pour dire que ça fait un moment que vous êtes avec nous et qu'on poursuit l'aventure commune ensemble. Et une petite digression. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, encore, toi avec Timothée et son et vous avez même la même couleur de cravate. Il a dit, mais oui, c'est mon frère, nous on s'est travaillé dans le contexte. Pendant la campagne, il y avait une attitude, maintenant, en dehors de la campagne, il y a une autre attitude, et je suis très heureux, effectivement. La divergence, l'homme est divers et ondoyant. Oui, Timothée a une intelligence divergente, et il faut le saluer. Merci Jean-Moïse Mbok. Nous sommes quasiment en gentleman association, c'est-à-dire même agreement. Je rejoins M. Abondo sur le concept. On va à l'introduction de ce plateau. C'est vrai que cette actualité aurait pu nous échapper, mais elle ne devrait pas échapper à un plateau aussi sérieux. Dire un mot, Jean-Moïse Mbok, je reste avec vous sur la visite d'Emmanuel Macron du côté du Gabon. On a vu des images, la réalisation est avec nous. On aura des séquences en parallèle. Alors, comment est-ce que vous, l'observateur, avez justement accueilli ce président français du côté du Gabon qui, il faut le dire, en termes de zone CEMAC, est un pays quasiment frère du Cameroun? Oui, c'est un pays frère et il faudrait à un moment donné qu'on lise un peu l'attitude et l'approche de nos frères pour pouvoir justement attirer ce genre de partenaires dans une dynamique bien précise. Le Gabon, aujourd'hui, a décidé de pratiquement nationaliser toute sa production. Oui. Sa dynamique économique a pour point de départ le Gabon d'abord. Ça fait donc que tous les partenaires qui vont venir, que ce soit la France, que ce soit la Russie et les autres, ils vont devoir travailler à pratiquement 60% sur le territoire gabonais. Et je pense que c'est une attitude qu'il faut saluer, c'est une attitude de responsabilité. Moi, le président Oligui, j'avais salué sa venue, saluer sa dynamique, et je savais dans le temps de campagne que j'ai vu qu'on avait en face quelqu'un qui voulait véritablement réaliser des choses et laisser un nom. Oui. Et on voit aujourd'hui que c'est ce qui est en train de se passer. Je n'aurais pas souhaité que le procès Bongo aille dans le sens où ça va, ça c'est de quoi que ça peut arriver, mais sur un autre terrain, sur un autre territoire, on voit bien une réelle dynamique de développement au Gabon, que ce soit au niveau des élections, que ce soit au niveau des affaires, que ce soit au niveau des industries. Le Gabon est vraiment dans une belle dynamique. L'économiste va certainement aller plus en détail sur ces questions-là. Moi, je prends les questions générales. On a donc un chef de l'État qui a décidé de nationaliser sa production, mais comme il faut des finances... C'est pas un risque trop grand lorsque l'on connaît la dépendance des économies africaines aux capitaux Justement, étrangers. C'est une organisation, c'est-à-dire que le partenaire que vous attirez vient avec la structure et l'expertise pour accompagner votre production. C'est-à-dire que ça ne s'invente pas, ça ne s'imagine pas. Quand la France, par exemple, vient pour du bois, ils viennent avec la scierie, ils viennent avec l'expertise pour les différentes transformations, ce qui va aller, ce qui va rester et ce qui va continuer dans le continent. Donc c'est un travail scientifique que moi je veux saluer ici aujourd'hui parce que le président Oligui a pris le temps, a pris la peine de faire ce travail préparatoire pour que les Gabonais aient d'abord de l'emploi.
Et à partir de là, l'Afrique aussi. C'est pour ça que vous vous souvenez, à un moment donné, on avait commencé à sélectionner les gens qui entraient au Gabon, les gens avaient crié au scandale. Mais c'est un construit. Parce que pour lui, le Gabon d'abord, le Gabon encore et le Gabon toujours. Merci Jean-Moïse Mbok. Alors, Marc Lambert-Ondoa, le président français, était du côté de Libreville, justement. On a eu quelques points d'interrogation lorsque le président Oligui est arrivé. Est-ce qu'il devait y avoir rupture avec l'ancienne tutelle, l'ancienne métropole? Mais on voit avec cette présence d'Emmanuel Macron du côté de Libreville que, justement, on est dans une relation, mais qu'aujourd'hui, la voix du Gabon compte dans cette relation bilatérale. Oui, effectivement. Le Gabon ne pouvait pas vivre en autarcie. Il fallait que le Gabon puisse s'ouvrir comme ils étaient avant. C'est pour cette raison que Macron est parti encore au Gabon, et tout simplement parce qu'il faut renforcer les liens de coopération entre le Gabon et la France. Vous le savez très bien, lorsque le président actuel a pris le pouvoir au Gabon, c'était par un coup d'État. Et maintenant, il a été reconforté par les élections. Donc ça veut dire que la France a effectivement approuvé que le président du Gabon et la France comptent travailler avec lui dans son plan de développement. Je crois que c'est vraiment la main que la France a tendue au Gabon, et le Gabon l'a accepté. Et comme a dit mon voisin, il faudra vraiment qu'ils mettent en place un bon plan de développement pour que la France, qui a de l'expertise, qui a les moyens financiers, puisse venir investir au Gabon, mais aussi que le Gabon cherche aussi à être autonome. Oui, question d'autonomie, mais la première question que justement les observateurs se posent est celle de savoir, est-ce que lorsque le président Macron arrive, c'est pour renégocier d'autres axes d'intérêt, ou alors c'est pour pérenniser cette coopération qui tendait à vouloir faire du Gabon quasiment un quartier de Paris ou de la métropole? Mais je crois que il va de soi que c'est les deux à la fois. Il faut d'abord reconforter les liens qui existaient et chercher également dans quelle mesure on peut avoir des perspectives, dans quelle mesure ils peuvent encore engranger d'autres sociétés, d'autres coopérations, d'autres moyens pour que la France puisse ancrer au Gabon, donc reconforter, mais aussi voir dans quelle mesure ils peuvent acquérir d'autres choses, d'autres intérêts au Gabon. Merci Marc Lambert-Ondoa. Timothée Somba, je me tourne vers vous. C'est vrai que c'est un moment assez important. Le Quai d'Orsay avait mis du temps avant de réagir et de valider la présence d'Oligui Nguema à la tête de l'État gabonais. On a vu le déploiement du président, on l'a vu dans la sous-région, on l'a vu à l'étranger. Lorsque le président Macron arrive, ça veut dire que Oligui Nguema est désormais acteur majeur sur l'escalade internationale. Merci pour cette question, Stéphane Barga. J'ai une lecture particulière de la situation gabonaise, dans la mesure où, s'il est vrai qu'en relation internationale, la reconnaissance par les États tiers est un élément que je peux qualifier de capital, j'observe que la relation entre Oligui Nguema et Emmanuel Macron est une relation quasi devenue séculaire. Parce que ce n'est pas la première fois que les deux hommes se rencontrent. Ils s'étaient déjà rencontrés du côté de Paris. Et aujourd'hui, Macron lui renvoie l'ascenseur en venant à Libreville, dans un domaine, dans une dynamique d'économie esclavettie de la CEMAC. C'est tout à fait normal. Cette visite ne peut être que bien accueillie. Surtout que Macron, là-bas, évite d'être coincé dans les bruits de Yaoundé dans lesquels le président Paul Biya l'avait assourdi. Donc, il allait se refaire une santé au niveau de la CEMAC auprès du Gabon. Mais il faut qu'il comprenne que l'enjeu de la sous-région, sans chauvinisme aucun, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun qui constitue le leader sur tous les domaines au niveau de la sous-région. Et c'est le Cameroun qui constitue aussi le marché. Donc, lorsque vous voulez avoir les bonnes grâces de l'espace centrafricain, il est mieux que vous soyez en bon terme avec le Cameroun. Et il ne me semble pas qu'en ce moment, la France soit en bon terme avec le Cameroun. Donc, pour moi, Camerounais qui lit cette actualité, je la considère comme un épiphénomène.
je la considère comme quelque chose qui n'impacte pas sur le devenir de l'espace sous-régional, avec tout le respect que j'ai pour le Gabon au regard de son poids économique, de son poids démographique et de son poids dans le commerce intérieur. Il faudrait que l'Afrique aujourd'hui, qui est cet espace justement, qui n'a pas la coprospérité, comme l'a évoqué le doyen tout à l'heure, apprenne à adresser les problématiques, non seulement les bonnes problématiques, mais à les adresser avec les bons interlocuteurs. Maintenant, il y a des procès qui émaillent les relations Gabon-France et je me dis que c'est davantage l'enjeu financier et monétaire qui sous-tend ces procès qui a amené le président Emmanuel Macron, qui est quasiment aujourd'hui en position de faiblesse, ça aussi il faut le dire et je félicite d'abord le Gabon pour ça, de venir là à la queue entre les jambes pour essayer de raccommoder ce qu'il peut raccommoder. Merci Timothée pour cette lecture assez froide de la situation entre les deux États. Monsieur Emile Abondo, je me tourne vers vous. Les questions de relations internationales sont assez complexes, assez délicates. Aujourd'hui, dans nos rapports, est-ce que le président Emmanuel Macron vient en position assez neutre? Ou alors c'est le président Oligui qui justement a pris du poil de la bête et qui estime qu'il a aujourd'hui, comme tant d'autres, son mot à dire dans la relation entre les deux États? Mais Stéphane, vous posez là une question très pertinente parce qu'il faut comprendre la scène internationale à travers des symboles. Les symboles, l'actualité internationale se lie à travers les symboles. Nous sommes là devant ce qu'on appelle en relation internationale une rencontre au sommet. Oui. C'est-à-dire une rencontre entre chefs d'État et chefs d'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça participe à rassurer, à redorer le blason des relations qui seraient, entre guillemets, querellées. Querellées à quel sujet? Je crois que c'est le docteur Mbok qui a évoqué la problématique avec les Bongo, c'est-à-dire l'ancien président qui a été, on ne va pas dire éconduit, mais bousculé de façon irrégulière. Oui, mais ce procès à l'infini qui s'éternise, qui a apporté des bémols et des petits bobos au niveau de la relation entre le Gabon et la France. Et à partir de cet instant, vous avez aussi lu une certaine actualité qui a participé à ce que lorsque le président Oligui arrive, d'une façon ou d'une autre, une façon qui était querellée dans le cadre international, il était question que pour recollaborer avec le Gabon, il fallait que l'ordre constitutionnel revienne. Oui. Et je crois qu'à l'orée de ce travail qu'a mené le président Oligui Nguema à travailler à ce que l'ordre constitutionnel revienne en bonne et due forme, il est de bon ton que tous les présidents qui veulent collaborer avec le Gabon lui accordent ce qu'on appelle une collaboration au sommet. Mais n'oubliez pas, c'est Timothée qui a évoqué cet aspect, et je crois que le docteur Mbok l'a aussi évoqué, la politique nationaliste qui est une nouvelle approche menée par le président Oligui. Voudrait, lorsque vous lisez par exemple la politique américaine, il y a ce qu'on appelle une devise et une légende qui revient souvent, American First. Oui. Donc quand vous arrivez au Gabon, on voudrait aussi vous dire le Gabonais d'abord. Vous comprenez? C'est pas nouveau, c'est un vieux concept. Au-delà de ce que c'est pas nouveau, le concept est resté azuréen, idéaliste, mais le président Oligui voudrait que ce concept parte des idées pour la réalité. Et fort de cette actualité, il est question maintenant que le président Oligui montre qu'il travaille à cela. Mais lorsque l'économiste est là, vous lisez la balance de paiement, on se rendait bien compte que le Gabon était beaucoup plus importateur qu'exportateur. Ouais. Mais maintenant, le président Oligui voudrait travailler à ce que cette balance soit tout au moins équilibrée ou alors en faveur de ce que le Gabon exporte plus qu'il n'importe. Et lorsque vous avez ces actualités, vous comprenez pourquoi la France, qui a des petits bobos en politique interne, et relativement, si on peut dire, Emmanuel Macron, qui serait relativement aussi à son dernier mandat, je mets relativement parce que le milieu international nous a habitués à des bobos qui sont inhabituels. Donc, il faut rester raison gardée en regardant ça à distance. Vous comprenez que l'actualité internationale et surtout interne au niveau de la France, qui a des petits couacs, le président Emmanuel Macron participe à redorer l'image de la France sur la dimension
extérieure et la conquête d'une ancienne colonie qui davantage était acquise de façon totale à la France et de bon ton. Et il faut que cela soit initié au sommet. Mais il y a encore un autre détail. Un autre détail que je vais évoquer en 30 secondes. Ce détail, c'est qu'il y a de nouveaux acteurs dans la scène internationale. Et de ce point de vue, ces nouveaux acteurs créent une concurrence parfois déloyale qui est telle que si la France s'amuse, la Chine, les Américains, les Russes pourraient éventuellement leur piquer ce Gabon qui a été beaucoup plus une chasse gardée. Et il faut travailler à ce que la France garde de bonnes relations avec ce pays. Mais il faut évoquer que dans l'orée de ce que vous connaissez dans la dimension géopolitique, le Cameroun étant la porte d'entrée et de sortie du golfe de Guinée, Timothée l'a bien précisé, s'il y a quelque chose à négocier dans ce golfe de Guinée, il faut revenir à la porte d'entrée et de sortie. C'est d'autant plus que la dimension économique a amené les chefs de l'État de la zone CEMAC à reproblématiser le franc CFA. Vous comprenez fort opportunément pourquoi la France voudrait examiner sa nouvelle relation avec le Gabon de plus près. Merci, M. Émile Abondo. Les lectures diplomatiques, politiques et même stratégiques ont été faites. On va prendre la vie économique avec des questions d'économie et justement. Alors, Lucien Ngouassan-Zouango, on s'interroge d'abord, que pèse véritablement la France au Gabon et qu'est-ce qui pourrait amener justement le président Emmanuel Macron à être inquiet lorsqu'il y a quelques velléités d'autonomisation de l'économie française vis-à-vis du Gabon? Enfin, avant d'arriver à la France, je voudrais quand même dire quelque chose, deux ou trois choses. Oui. J'avoue que quand le président Oligui Nguema avait pris le pouvoir pendant la transition, j'avais vraiment été inquiet. Mais il a eu un acte extrêmement intéressant, c'est lorsqu'il est venu rencontrer le président de la République pour lui dire. Oui. Et vraiment, c'est à partir de là, je me suis dit, ce monsieur a une vision. Il aurait pu faire autrement, ne pas venir non, mais il y en a. Le problème n'est pas là. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. La politique, c'est les mots, c'est les faits. Et lorsqu'on fait, lorsqu'on dit, c'est important. Vous voyez ce que je veux dire. La deuxième chose que je voulais dire, j'ai entendu des Gabonais dire qu'ils ont l'ambition d'être le Qatar. Le Qatar de l'Afrique. Ça circule beaucoup. Oui, ça circule, mais ça se dit au Gabon. J'ai également entendu une fois le président Oligui Nguema, quand il était aux États-Unis, il avait dit que si vous ne venez pas aux Français, si vous ne venez pas au Gabon, d'autres viendraient. Oui. Et il a également dit au président Gabon que, monsieur le président, s'agissant du manganèse gabonais, du Gabon, nous ne voulons plus que les entreprises françaises viennent. Nous sommes disposés à vous le vendre. Et ça montre une vision. Ça montre un cap et ça montre un... Qu'est-ce qui aurait changé avec les postules hier où justement la richesse gabonaise était acquise aux Français? Mais ça change. À partir du moment où votre politique aide qu'il y ait des entreprises nationales qui transforment, au lieu que ce soit que vous passiez le temps à exporter la matière première, je pense qu'en termes économiques, c'est quelque chose de très, très important. Parce qu'avant, ils exportaient la valeur ajoutée. Mais en demandant aux entreprises, en décidant que les entreprises gabonaises transforment sur place, ça crée la valeur ajoutée, ça crée des emplois. Est-ce qu'on peut dire que sur cette vision-là, Oligui pourrait être novateur ou alors pionnier dans la sous-région, puisque justement c'est un peu un pendant de souveraineté, souverainisme qui a des relais sur le continent, mais le président Oligui véritablement va de façon opérationnelle et met sur pied la stratégie. On va évoquer la nationalisation ou la renationalisation des néo dans quelques instants, mais est-ce qu'on est véritablement dans cette dynamique-là où justement les États, je prends la sous-région CEMAC, voudraient, face peut-être à la tutelle d'hier, la France, être plus souverain sur les questions financières et économiques? Ils n'ont pas de choix. Lorsqu'on voit les mouvements populaires, lorsqu'on voit la jeunesse africaine aujourd'hui revendiquer, dire qu'elle veut sortir de la pauvreté, et lorsqu'elle se tourne
lorsqu'elle se tourne vers des mouvements islamistes, nous n'avons pas de choix. C'est-à-dire c'est une réalité politique que nous devons absolument mettre en place. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, l'autre aspect qui m'a séduit au Gabon, c'est la gouvernance. Parce que le président Oligui Nguema a réussi à mettre ensemble, au niveau du gouvernement, des civils et des militaires. Oui. Moi, j'avoue que c'est quelque chose d'extrêmement innovant. C'est la première fois où on voit des frères, parce que c'est des frères, qu'ils soient civils ou militaires. Ça, c'est un exemple à copier. Bah, je ne sais pas. Moi, nous parlons du Gabon. Attendez, non, C'est-à-dire que c'est déjà là. Quoi. Votre question est un piège. Mais je veux dire que Oui, dites-le. dans le développement... Il ne faut pas piéger le dans doyen. le développement, non, il ne piège pas. Il sait bien à quel point je suis... Allez, Mais je veux dire que c'est un choix qu'il a fait. Oui. C'est un choix que le Gabon a fait. Peut-être que parfois, pour des politiques, pour mettre en place des politiques opérationnelles, Oui. peut-être qu'il faut réunir tout le monde. Prenons le cas du génie militaire au Cameroun. Oui. Hein? Voilà. Qui pour vous réussit quand même. Qui réussit, Oui. quand même. Qui réussit. Et au lieu de faire venir des entreprises étrangères, pas françaises notamment, pour venir à travers des contrats léoniens, pour venir... Pourquoi ne pas confier la construction des infrastructures dans notre pays, par exemple, au génie militaire? Nous n'allons pas dépenser des milliards, ça c'est sûr. Oui. Donc, disons, pour répondre à votre question, moi j'aurais souhaité que vraiment qu'il y ait une émission plus importante sur le Gabon. Mais je voudrais parler du président Macron. Vraiment, permettez, donnez-moi 1 ou 2 minutes. Oui, pour parler du allez-y, président puisque Macron. ça sera les Le président paroles sur Macron, la question. qu'est-ce qu'il a dit à Libreville? Il a dit l'Afrique est le double poumon de l'écosystème forestier et de la jeunesse. Voici ce qu'il a dit. Oui. Et je dois dire que je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi? Lorsque le chef de l'État français vient parler de la jeunesse africaine, mais savez-vous ce que les Africains, les jeunes, vivent en France? Vous savez qu'aujourd'hui, les jeunes étudiants africains ou du Cameroun, des grands ingénieurs, des grands médecins, lorsqu'ils vont dans les administrations, à la préfecture pour solliciter le renouvellement de leur carte de séjour, vous savez ce qu'on leur sert? OQTF. OQTF, c'est une histoire que Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a sorti avec des instructions au préfet, mais c'est pour les voleurs, pour les braqueurs. Qui voudrait dire quoi? OQTF, obligation de quitter le territoire français. Oui. Alors, lorsqu'un jeune ingénieur ou un jeune médecin brillant et dans des métiers qui sont recherchés dans le monde, il peut bien aller au Canada, lorsqu'il va auprès d'une préfecture pour solliciter le renouvellement de sa carte de séjour et qu'on lui sert un OQTF, et c'est bien que l'OQTF, ça concerne les Afghans, les braqueurs. Voilà le double langage de la France, de mon point de vue, qu'il faut dénoncer. C'est le même président de la République française qui vient en Afrique, qui dit que c'est la jeunesse. Le même président, permettez-moi d'aller, le même président de la République française, en France, qu'est-ce qu'on dit des jeunes Africains? Les jeunes Africains sont considérés en France comme une menace, parce qu'il y a une partie de l'élite française qui appelle ça le grand remplacement. Hein? Aujourd'hui, où les Blancs, les Français d'origine blanche, il y a une baisse de natalité. Oui. Mais les Africains, les Arabes, ils ont une explosion démographique. Un boom démographique. Mais c'est des Français. Un Africain qui naît en France est un Français. Alors, pour revenir sur le cas gabonais et sur justement les paroles du président Macron, vous dites double langage, mais peut-être le langage d'opportunité. Vu le public qui était face à lui, il aurait pu dire autre chose, mais il a dit un langage qui permet, Jean-Maurice Mbok, en 1 minute... Non, permettez, les Gabonais ne sont pas dupes. C'est ce que je voulais relever. Oui. Ils ne sont pas dupes. Allez-y. Oui, mais écoutez, moi je crois que sur ces questions-là, et c'est là que j'ai un souci avec ce que Timothée Somba a dit quand il parle du Cameroun comme le leader, la porte d'entrée et de sortie. C'est ça qui manque justement, parce que c'est le Cameroun qui doit intercéder dans la défense et dans la protection. C'est un leadership qui s'assume.
Non, écoutez, le président Oligui arrive, Stéphane, il pose des actes, il est vice-président Macron. Il est offensif. Mais il est offensif. Non, Est-ce que le leadership camerounais s'affirme et s'il s'assume? faut aller dans ce sens, c'est pour ça que je dis que le leadership camerounais doit justement s'affirmer dans des positions ouvertes, connues de cette nature, pour pouvoir protéger cette jeunesse scientifique, tout à fait. cette jeunesse intelligente qui Oui. peut naturellement développer l'Afrique. Donc aujourd'hui, si c'est vu comme ça, il faut que le Cameroun joue pleinement son rôle. Maintenant, moi, je suis rassuré de ce que le président Oligui Nguema sait ce qu'il veut et il dit ce qu'il veut. Si jamais il a vent de ce genre de situation, il ne va pas passer par 4 chemins pour adresser cette problématique-là. Et c'est ce que nous voulons, un leadership qui, à un moment donné, est agressif. Merci. Je parle de la vie politique de Marc Lambert Ondoa. Est-ce qu'à un moment, il n'est pas question aussi, peut-être pas de copier l'exemple gabonais, mais surtout de dire qu'il faut s'affirmer. Si le Gabon décide aujourd'hui d'être autonome et souverain dans la gestion de ses ressources, peut-être l'exemple pourrait irradier la sous-région au Cameroun avec un déploiement et une stratégie diplomatique différente de celle peut-être qu'on connaît aujourd'hui. Oui, effectivement. Je crois que, comme le Gabon est en train de le faire, au Cameroun également, on essaiera de faire autant. Oui. Tout simplement parce que vous comprenez qu'actuellement, les pays africains, surtout comme il a parlé des pays en Afrique centrale, au niveau de la CEMAC, nous voulons vivre d'une manière autonome. Autonome, oui. Donc, ce qui fait que nous, on a des ressources. Nous voulons produire nous-mêmes des ressources. Mais ce qui nous manque, peut-être, c'est de l'expertise, c'est des moyens financiers. Donc, nous faisons appel à ces investisseurs, tout simplement, pour qu'ils viennent investir chez nous. Mais nous devons nous-mêmes chercher, ils doivent venir en principe nous former pour que nous-mêmes on essaye de pouvoir travailler, d'être autonomes nous-mêmes. Je crois que c'est vraiment à ce niveau-là que nous devons nous acheminer. Merci. Timothée Somba, je me tourne vers vous, puisque nous, on a justement, et l'expert Sanzango nous le disait, le président Macron ne vient pas pour les beaux yeux des Gabonais, il vient. On a eu écho, on a voulu avoir écho justement du nombre de contrats signés. C'est vrai qu'on est resté un peu sur notre fin. Généralement, le président voyage avec une batterie d'hommes d'affaires. Le président Sarkozy le faisait assez régulièrement, le président Hollande aussi. Mais à ce niveau, on n'a pas eu écho qu'il y aurait de gros partenariats signés du côté de Libreville entre les hommes d'affaires français et justement l'État gabonais. Est-ce que le président Oligui, qui est arrivé à Libreville, n'est venu que pour des questions politiques et des questions de pérennisation des acquis? N'y a-t-il pas eu un autre pendant évoqué et abordé qui pourrait mettre en scène d'autres accords, d'autres partenariats avec la France? Vous voyez que la contractualisation des relations entre les États est fondée sur un principe que l'on appelle le principe de la continuité de l'État. Oui. C'est la raison pour laquelle au Cameroun, on a loué par un bail amphithéotique près de 10 hectares de terrain au plateau Atemengue à la France à un franc symbolique par an pendant 99 ans. Le bail en question s'achève en 2030, donc dans 5 ans. Mais qui est déjà contesté par les riverains. J'y viens justement. Allons-y rapidement. Dans le principe de la continuité de l'État, le président Paul Biya ne peut pas révoquer ce bail. Oui. Voilà donc, entre guillemets, vraiment, je mets les guillemets, l'avantage du coup d'État. Parce que le coup d'État rompt tous ces accords. Oui. Oligui Nguema n'est lié par aucun accord signé par la famille Bongo. Avec Oligui Nguema, on repart de zéro. C'est ce qui lui accorde donc une marge de manœuvre plus conséquente qu'un Paul Biya au Cameroun au niveau de la négociation. Lorsque vous regardez le body language de Oligui Nguema, j'ai vu quelqu'un marcher, buste droit, torse bombé. Et il y a ce côté décomplexé dans sa dynamique qui démontre qu'il n'est pas en position de faiblesse. C'est l'autre qui est en position de faiblesse. Fort de ce que le doyen dit tout à l'heure, il lui a dit, si vous ne venez pas au Gabon, d'autres viendront. Mais je sors en disant que le Cameroun ne fonctionne pas dans la spectacularisation. Mais le Cameroun a toujours fonctionné avec un soft power très malicieux mais très efficace. Le non-renouvellement de certains accords,
la réduction ou alors la redéfinition de l'accord de défense avec la France, qui était un accord de défense et qui aujourd'hui n'est qu'un simple accord de coopération militaire, et l'adoption du multilatéralisme dans notre manière de fonctionner, sont des actes que le citoyen lambda ne voit pas ou alors dont il ne ressent pas directement l'impact, mais qui sur la scène internationale sont pour beaucoup, et c'est la raison pour laquelle la plupart de ces jeunes leaders, même les pays de l'AES, continuent de regarder le président Paul Biya avec un regard admiratif. Il fait dans le silence ce que beaucoup font dans le bruit. Merci. Mina Bondo, oui. en une minute, je ne serai pas prolixe pour dire qu'il faudrait identifier l'orientation diplomatique du Cameroun sur l'échiquier international. C'est ce qu'on appelle une diplomatie offensive. Et le Cameroun est reconnu et parfois même redouté sur la scène internationale du fait de cette politique. Mais le problème, c'est que ceux qui lisent l'actualité et la diplomatie internationale la lisent relativement au sommet en examinant et en évacuant les mouvements du président, alors que le Cameroun a une autre approche. Mais je voudrais dire que ce qui redore le blason du Gabon à l'heure actuelle, au regard des symboles, au regard de la posture du président Oligui, au regard même de ce que l'Afrique est en train de se décomplexifier, c'est le fait de l'entrée en scène et surtout sur la scène internationale des nouveaux acteurs. Rappelez-vous de cette diplomatie que la Chine, qui est considérée dans le cadre des relations internationales comme étant le nouveau monde. La Chine amène une nouvelle orientation diplomatique qu'on appelle win-win diplomatics. Et ce win-win diplomatics est aussi associé à une autre nouvelle orientation qui vient en termes de défis par rapport à la vieille diplomatie occidentale menée par la France et l'Union européenne et qui est soutenue par la Russie. Au regard de cela, vous constatez que ces deux acteurs que j'ai cités, en dehors de la scène internationale qui est aussi meublée par les États-Unis, devient une menace pour la France, d'où la prise en main de cette nouvelle orientation. Et cela remet en scène le vieux concept de la binarité ambition-menace. Par le temps. Je donne la parole au doyen. On va sortir avec Jean-Moïse Mbok. Doyen, le concept ou alors l'ambition Gabon-Dubaï qui est brandie du côté de Libreville, vous y croyez? Ou alors, quels ingrédients pourrait mettre dans cette dynamique le président Oligui? Si vous étiez conseil d'Oligui, vous lui donneriez quel conseil pour faire de cette vision une réalité Gabon-Dubaï? Il y a d'abord une chose qu'il faut faire, c'est de faire un diagnostic clair de ces potentialités. C'est-à-dire, lorsqu'on veut aller... j'ai entendu beaucoup de choses dites sur le régime Bongo, mais au-delà du procès, qui est certainement... Ils ont certainement les raisons pour, mais il faut qu'ils sachent aujourd'hui pour que le Gabon devienne le Dubaï, il faut qu'ils fassent un véritable audit de leur potentialité, de leur richesse. La deuxième chose, vous savez, l'émergence tient à un certain nombre de choses. Le secteur privé, donner plus de place au secteur privé, l'État restant régulateur et facilitateur des activités, mais en restant sur des secteurs stratégiques. Ensuite, la gouvernance. Et je vous assure que nous devons comprendre, nous, en Afrique centrale, que travailler 12 heures ou 14 heures, ça ne suffit pas à faire de vous un pays émergent. Lorsque vous allez dans ces pays ou à Singapour, moi j'étais une fois à Singapour, mais je vous assure que j'avais l'impression de voir le même visage 24 heures sur 24. Et je vous assure, et je me suis renseigné, oui, c'est la même personne. C'est la même personne. Donc il faut travailler. Il faut que les Gabonais puissent travailler et développer des secteurs. Il faut qu'ils sortent de leur réputation, puisque ils avaient la réputation d'être assez bureaucrates à l'époque. Je ne sais pas, ça je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont effectué une mue récente. Oui, mais Stéphane Barga, je suis en train de vous donner les clés. Le numérique, parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ce sont des secteurs aujourd'hui qui sont porteurs et qui vont transformer tout, je dois dire tout le monde, et notamment l'Afrique. Merci. Jean-Moïse Mbok, en une minute, on sort. Je voulais rapidement dire deux choses. La première chose, c'est sur le leadership.
parce que je suis content d'entendre ce qu'on dit du Cameroun, c'est beau, mais je crois qu'il faut faire un pas en plus. Oui. Quand on est leader, comme les États-Unis par exemple, et qu'on a des conventions avec la majorité des pays américains, il y a une attitude de protection naturelle. Les pays qui ont signé la convention avec les États-Unis, même s'ils sont en France, ils ont le moins de soucis qu'à l'ambassade américaine, ils sont accueillis comme les Américains. Parce que les États-Unis ont déployé leur protection sur ces nations-là. C'est ce que le Cameroun doit faire dans la CEMAC. Il faut qu'il y ait une attitude qui va au-delà de la couverture des Camerounais, mais de tous les Camerounais de la CEMAC, pour qu'ils reconnaissent un leader, mais qui pose des actes directs et clairs. Deuxième volet, c'est au niveau de l'investissement. J'ai entendu le doyen dire qu'il faut que les partenaires viennent et qu'ils investissent. Ailleurs, ça se passe avec leurs intelligences extérieures. C'est-à-dire que si vous voulez que les Iraniens viennent investir chez vous, ils apportent l'argent et leurs intelligences de la diaspora, qui sont aux États-Unis, qui sont en Chine, qui sont en machin. Au Cameroun aujourd'hui, nous avons une diaspora tellement structurée, tellement forte, tellement intelligente, qu'il faudrait qu'on inculque à nos investisseurs l'habitude de venir avec eux, de manière à ce que ce soit des gens qui viennent pour leur pays et pour développer leur pays. Malheureusement, plusieurs arrivent, on les met de côté, on prend juste l'étranger et finalement rien ne marche. Parce qu'on n'est pas dans une dynamique sérieuse d'investissement. Il faut qu'aujourd'hui, ces choses-là changent, l'attitude change. On est la locomotive de la CEMAC, ça doit être vu sur les faits. On veut qu'il y ait des investissements, il faut que nos diasporas soient impliquées et les choses iront mieux. Merci Jean-Moïse Mbok, ce n'était qu'une introduction. On va prendre un léger break pour revenir à des choses un peu plus pressantes. On va parler là des conseils régionaux, puisque c'est la grosse actualité du côté du Cameroun. On ne prendra pas de transition, merci à la réalisation. Alors, nous avons la chance d'avoir sur ce plateau un conseiller régional. Alors, tout de go, on va faire simple pour ceux qui nous regardent. À quoi véritablement sert un conseil régional dans une région? Pour qu'il n'y ait plus cette confusion qui parfois est entretenue et qui permet à ce que justement des avis marqués et divergents puissent être donnés ici et là. Qu'est-ce qu'un conseil régional et à quoi sert-il? De façon claire et précise. Oui, merci de m'avoir posé cette question. Vous me donnez l'occasion de pouvoir répondre à quoi c'est un conseil régional. Oui. Vous savez bien que le président Paul Biya, c'est le pionnier de la décentralisation au Cameroun. Oui. Et quand on parle de la décentralisation au Cameroun, on parle de la région et des communes. Donc la région a, comme vous le savez très bien, au niveau de la région, nous avons des activités spécifiques que nous sommes appelés à faire. Oui. Ces activités sont conseillées dans le cadre de la décentralisation, tout comme les communes ont les leurs. Au niveau de la région, vous me posez bien la question, à quoi sert le conseil régional? Le conseil régional est constitué des conseillers régionaux. Et Oui. ces conseillers régionaux sortent de tous les coins de la région. Donc, ils représentent leur localité. Ça peut être des départements, des communes. Et ils sont plus près des populations. Donc, ce qui fait que le conseil régional, nous avons au niveau du conseil régional un organe délibérant. Nous avons un budget et nous connaissons, ce sont les conseillers régionaux qui maîtrisent les besoins des populations dans chaque localité. Donc au niveau de la région, nous représentons ces populations et les populations comptent sur nous sur des projets. Oui. Et ces projets, c'est à quel niveau? Vous savez, le conseil régional est impliqué beaucoup plus au niveau de l'économie, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Je vous prends un exemple au niveau de la santé, par exemple. Allez-y. Au niveau de la santé, le conseil régional s'occupe des hôpitaux régionaux, des hôpitaux de districts. C'est pour cette raison que vous allez trouver actuellement dans les hôpitaux de districts, dans les hôpitaux de région, ce sont les conseillers régionaux qui sont les présidents du président de comité de gestion des hôpitaux. Oui. Tout simplement parce qu'au niveau des hôpitaux, le conseiller régional remonte les besoins de l'hôpital et il exprime ses besoins au niveau du conseil régional. Tout comme au niveau de l'éducation, c'est bien scindé. Au niveau de l'éducation, le conseil régional s'occupe des collèges et des lycées. Oui. Oui, collèges et lycées, on s'occupe du recrutement, de la construction des établissements. C'est déjà effectif? Oui, je peux vous dire que c'est effectif puisque Il y a un exemple? je sais que vous voulez me demander déjà le bilan du conseil régional pendant 5 ans. Nous, au niveau du centre, on a eu à construire déjà, on a réhabilité, on a construit quelques lycées. Oui. Oui, tout comme les hôpitaux des districts.
Et ce qui nous a le plus manqué, vous le savez bien, et je ne peux pas le cacher, c'est que c'était un problème de moyens. Mais nous avons, qu'est-ce que le conseil régional a eu à faire? Au niveau, quand on a pris les fonctions, il fallait d'abord faire le plan régional de développement. Donc, c'est attelé à faire ce plan régional de développement au niveau du conseil régional du centre. Non seulement le conseil régional a pu déjà implémenter ce plan régional, mais aussi au niveau du conseil régional, notre président, il a eu une idée géniale. Oui. Vous savez bien qu'il a eu à gérer la communauté urbaine de Yaoundé. Tout à fait. Nous avons acheté des engins. Ces engins sont là. Si vous passez au niveau du conseil régional, vous avez vos engins sont parqués là-bas. Ces engins vont nous servir à désenclaver nos routes, les routes régionales, tout simplement pour que les populations puissent venir écouler la marchandise, venir écouler les produits en ville. Nous avons, au niveau du conseil régional également, nous avons déjà une base logistique à Fanoyon. Le conseil régional a pu acquérir une base logistique. C'est là, sur cette base logistique, nous allons poser nos engins et nous voulons également construire le siège du conseil régional de ce côté. Donc vraiment, même avec des moyens un peu limités, comme vous le savez très bien, le conseil régional en 5 ans, on a quand même pu travailler. Vous avez pu travailler. Merci, monsieur Marc Lambert-Ondoa pour ce bilan que vous nous avez servi. Jean-Moïse Mbok, je vois votre large souris et tout de suite, j'interroge justement la perception que vous, le citoyen, avez des conseils régionaux, parce que autant le conseiller sur le plateau déclare qu'avec très peu de moyens, ils ont pu faire quelque chose, autant les populations mettent un gros point d'interrogation sur ce rêve, ou alors ce concept vendu qui peine véritablement à trouver forme et implémentation au quotidien. La réalité, en fait, est que dans une nation comme le Cameroun, tous les maillons de la chaîne se tiennent, mais se tiennent pour une vision. Et quand la vision n'est pas forcément comprise de tous, certains éléments de la chaîne peuvent ne pas se donner toute la force qu'il faut pour qu'il y ait un effet d'entraînement total. Parce que ce soit le conseil régional, que ce soit les députés, que ce soit les maires, que ce soit... Bref, toute la chaîne politique, j'ai envie de l'appeler comme ça, pour la gestion de la cité, toutes ces chaînes se tiennent. Le conseil régional est cet organe de développement de proximité, j'ai envie de l'appeler comme ça. C'est lui qui raisonne en termes d'éducation, en termes de santé, en termes des facilités que vous vous souvenez pendant la campagne, toutes ces choses ont été demandées à corps et à cri, qu'on ait de l'eau, qu'on ait de routes, qu'on ait de l'électricité. Et le principal interlocuteur dans la région, c'est le conseil régional. Oui. C'est que c'est vers eux qu'on est supposé... Est-ce que les populations le savent? Bon, c'est d'abord ça qu'il faut planter. C'est pour ça que je dis que c'est un élément qu'il faut dire. Et je sais que Timothée va définir plus que ça, mais je m'arrête à ce niveau pour simplement dire que c'est un interlocuteur. Maintenant que l'interlocuteur est connu, moi, quand j'ai entendu que c'était Jack Boer, j'ai sauté de joie, parce que je connais l'homme dans sa capacité à faire des choses, dans sa capacité à travailler, mais je continue à me demander si eux-mêmes, ils ont compris le rôle qui était le leur, celui de faire l'échelle courte de proximité au chef de l'État, parce qu'en fait, quand il annonce une politique, c'est eux qui ont un segment d'implémentation de cette politique-là. Et aujourd'hui, on ne parle pas suffisamment de ce conseil régional, parce qu'eux-mêmes n'en parlent pas. Il faut donc qu'ils travaillent davantage à la communication pour que les populations n'aient pas à se tenir en route et dire on veut l'eau. Mais on ne sait même pas à qui on s'adresse. On veut l'électricité, on ne sait même pas à qui on s'adresse. À Yaoundé, dans le centre, on peut encore dire que la figure légendaire du patriarche Gilbert Timivuna parle au Camerounais, mais ailleurs, à l'est, au nord, au sud, véritablement, on a l'impression que là-bas, le conseil est quasiment pour le décor. Si je ne me trompe pas, ils sont 900. Oui, 900. Voilà, ils sont 900. Donc, pour dire que c'est quand même une quantité de personnes qui devraient bouger la nation de manière à ce qu'on puisse avoir d'autres problèmes que ceux-là. Et moi, j'ai toujours eu un problème avec l'absence de communication. Vous allez me pardonner, mais c'est une clé de respect, de responsabilité et même de, si vous voulez, de motivation des populations que nous encadrons. Quand la population sait qu'on a un conseil régional qui est là pour nous encadrer et nous accompagner, on ne cherche plus à tirer sur les gens, même parfois qui ne répondent pas de nous.
On ne cherche pas le bouc émissaire ailleurs, pourtant vous êtes là. Et vous parlez aujourd'hui d'une question de moyens 5 ans après. Combien de Camerounais sont informés de cette question de moyens? Combien passent là-bas à la communauté urbaine, voient les engins et se disent que ce sont nos engins à nous? Vous voyez que s'il n'y a pas une communication à ce niveau, vous serez en train de faire un bon travail que nous pouvons saluer, mais s'il n'est pas relayé au niveau des populations, on aura un souci. Donc moi je vais simplement sortir en disant, Stéphane, que voilà un organe qui peut faire des choses extraordinaires, si on leur donne les moyens qu'il faut. Oui. Mais ils doivent savoir qu'ils ont aussi une capacité de créer des moyens, que ce soit à l'intérieur ou à la diaspora, avec des partenariats qui peuvent faciliter l'activité qu'ils doivent mener. Mais s'ils restent fermés et qu'ils ne s'ouvrent pas au partage et à l'échange, des expertises ne pourront pas venir vers eux pour leur apporter ce qu'il leur faut pour bien travailler. Je salue cet organe. L'idée est intéressante, elle est géniale parce qu'elle soutient les maires, elle soutient les députés, elle soutient le travail de terrain qui est fait par toute l'administration, mais il faut que cet organe soit connu davantage, monsieur le conseiller. Vous portez un trésor entre les mains, mais qui n'est pas forcément mis à la portée de tous les Camerounais, et c'est dommage. Merci. Alors, dommage pour Jean-Moïse Mbok, mais pour vous, M. Émile Abondo, lorsque vous écoutez les Camerounais, je précise que demain, c'est le jour du scrutin. Oui. Lorsque vous et moi, nous promenons dans Yaoundé, est-ce que vous avez l'impression que nous sommes vers l'élection? Vous avez l'impression qu'il y a ce moment important de la vie de la République qui va se dérouler demain avec ce deuxième mandat des conseillers régionaux? Est-ce qu'il ne faut pas, accentuer la communication comme le préconise Jean-Moïse Mbok, mais aussi expliciter même aux populations quelles sont les compétences réelles des conseils régionaux, parce que justement la confusion règne entre ces populations, entre ces conseils régionaux-là et les mairies de ville. Qui fait quoi? Qui peut faire quoi? Dans quel instrument? Dans quel cadre normatif? Est-ce que ce n'est pas le temps des explications tout simplement? Vous faites là comme si vous étiez en train de lire dans mon esprit, parce que je voulais dire au docteur Moïse Mbok qu'avant d'arriver à communiquer, il faut d'abord écouter. Parce que si vous communiquez, vous allez communiquer sur quoi? Vous allez communiquer alors que vous n'avez pas, il n'y a pas eu proactivité, interactivité entre ceux qui ont des besoins et ceux qui devraient les relayer. Alors, c'est à ce niveau que, au-delà de ce qu'on peut saluer la politique de la décentralisation, parce que le problème, c'est que la décentralisation met en exergue la problématique des élus locaux et que la remontée, non seulement des remous sociaux, mais aussi des questions liées aux désidérata des populations devraient passer donc par ce qu'on appelle les élus locaux, parce qu'ils sont plus proches de leur population. Et ça participe aussi de cet enjeu politique qu'on voudrait que l'administration soit proche des administrés. Mais au fur et à mesure qu'on voudrait rapprocher l'administration des administrés, on a l'impression qu'il y a un schisme, un blocage et un déphasage entre ceux qui devraient porter la voix des populations au sommet et manifester leur état de besoin, et même par rapport à cette même population, parce qu'en réalité, au-delà de ce que vous avez évoqué, Jackbo, M. Timevuna, je découvre pratiquement quelqu'un qui est en fin de mandat, mais si je ne l'avais pas rencontré sur un plateau, je vous assure, je ne l'aurais pas connu. Alors qu'il est dépositaire d'un pouvoir inouï, d'un pouvoir de population. Mais maintenant, je me serais attendu à ce qu'il dise dans son déroulé, ou dans notre prise de fonction, nous avons fait une descente, nous avons rencontré, moi je suis en Como, nous avons rencontré les populations d'un Como, on a d'abord un état de besoin avant de relayer et de mener une politique de la décentralisation ou alors une politique des conseils régionaux. Et fort de cette étape de besoin... Est-ce qu'il ne faudrait pas de l'ombre au maire? Ben justement, j'allais en venir au-delà de ce qu'ils font. Ils font de l'ombre au maire, ils font de l'ombre au FECOM, certainement de l'ombre au ministère de la Ville et autres, tout ce foisonnement d'institutions. Et surtout, vous voyez ce que monsieur le conseiller, c'est pas pour le combattre, mais c'est pour admirer son orientation. C'est qu'ils veulent chercher un siège. Vous voyez, tout ça, c'est des aspirations d'abord à sous, alors que nous, on veut la proactivité de la résolution. Mais il faut un siège avant de... Si en 5 ans, vous n'avez pas pu avoir un siège, ce n'est pas en négociant un nouveau mandat que vous allez dire que l'objectif, c'est le siège. Mais il faut dire, il mérite le siège. Moi, je le leur reconnais, mais je voudrais dire que c'est en train de prendre corps la politique de la décentralisation, à la seule nuance que
ça ne va pas à la vitesse souhaitée. Et la vitesse souhaitée serait qu'il y ait d'abord cette synergie, cette proactivité entre les populations qui vont élire et celles pour lesquelles on va porter les besoins pour le sommet. Mais moi, j'admire la politique de la décentralisation. Je nourris beaucoup d'espoir pour elle. Oui. Et les élus locaux, comme on les appelle. Sauf qu'à un moment donné, je disais sur un plateau de télévision que la notion de l'élection au niveau des conseils régionaux nous amène aussi à mettre en valeur une certaine forme de ségrégation. Parce qu'on a l'impression que nous sommes là devant les grands électeurs, c'est-à-dire ceux qui sont choisis pour élire quelqu'un qui va porter la voix de toutes les populations, alors qu'on aurait aussi aimé être aussi membre ou alors participant de cette élection pour dire, pour donner notre impression et pour donner notre impression et autres. Ce pouvoir nous est donné au niveau des mairies pour tous les citoyens. Bon, on aurait souhaité, monsieur le conseiller, que fort de ce que vous êtes le porte-flambeau de toutes les populations auraient aimé participer aussi entièrement à votre élection. Et sur une autre problématique, beaucoup de gens ont querellé le budget qui est mis pour cet effet et dire que, au regard du relief, parce que monsieur le conseiller a dit que nous savons où battre campagne et à quel niveau battre campagne, mais écoutez, s'ils savent où battre campagne et autres, certainement, on pourrait entrevoir les résultats parce que le relief est connu. Beaucoup de gens ont supposé qu'on aurait pu exonérer ou alors mettre en relief la dépense faite pour cette élection et de reconduire la scène telle qu'elle est présentée parce que, fort de ce que ça participe de ce qu'on peut appeler, entre guillemets, les grands électeurs, l'issue est relativement connue. Merci. Donc, mais nous saluons cette dynamique qui voudrait nous habituer, parce qu'il faut qu'on s'habitue à cette politique de la décentralisation promue par le président de la République. Et fort opportunément, nous saluons le fait de son implémentation, mais aussi nous vous disons que ça redore le blason de la volonté des peuples et que ce relais que vous allez communiquer à la haute hiérarchie émane de votre interactivité avec les populations locales. Merci. Alors, je prends l'avis de Timothée Somba sur le plateau. C'est vrai que ce foisonnement d'institutions crée quelques confusions. On ne sait plus qui doit faire quoi. Sur quoi est-ce que je peux interpeller monsieur le conseiller régional? Sur quoi est-ce que je peux interpeller monsieur le maire? Sur quoi est-ce que je peux interpeller le maire de ville? Sur quoi est-ce que le citoyen peut interpeller madame la Minju, le mine de fait? Des institutions à ne plus finir. Mais le résultat, lorsque l'on se promène dans Yaoundé et qu'on voit des immondices, on voit des poubelles, les Camerounais, les citoyens s'interrogent. Tant d'institutions pour en faire quoi? Demain, il y a élection, on va mobiliser de grands moyens, mais pour quel résultat? Bon, j'aimerais déjà rassurer les téléspectateurs que l'élection joue un rôle. C'est de donner la légitimité légale rationnelle aux conseillers régionaux. Oui. Mais la question du foisonnement institutionnel est réglée par un principe juridique que l'on appelle la répartition des compétences. Lorsque vous lisez le Code général des collectivités territoriales décentralisées, qui compte 501 articles, vous comprenez que tout a été fait pour que chacun dans son couloir soit compétent, compétitif et efficace. Le problème au niveau textuel ne se pose donc pas. Okay. Sauf peut-être à dire que l'obésité du dit code peut être rébarbative ou rédhibitoire pour celui qui va apprendre. Parce que quand on vous dit qu'il faut aller faire la recherche dans un document de 500 pages, de 520 articles, soit 124 pages, ça peut vous révulser. C'est la notion d'expert. Il faut des experts donc pour expliquer. Oui, mais c'est pas l'expert. C'est pas l'expert qui gouverne. C'est ça aussi. C'est pas l'expert qui gouverne. Il conseille. Parce que il accompagne à la décision. Toujours vos experts coûtent cher. On vous a par exemple dit que les comités de pilotage dans les ministères au Cameroun consomment 35% des ressources des 10 ministères. Les comités de pilotage, ce sont des sessions d'experts. C'est un problème. Parce que ça sert à quoi de lire ou de nommer des gens qui ne sont pas outillés
à qui il faut adjoindre des experts qu'on paye. Et pourtant, il y a des personnes outillées qui n'auront pas besoin d'experts. Moi, pour entrer dans le code général des collectivités, je n'ai pas besoin d'un expert. Tout à fait. Mais pourquoi on me laisse ici? Est-ce que vous êtes politique? C'est Voilà. une double notion. Il faut être politique, Vous avez il faut donc gagner sur le terrain, vous avez et donc- maintenant être en situation de responsabilité. Vous avez donc vu que le doyen tout à l'heure a salué l'approche du général Oligingema, qui a réussi à opérer une symbiose dans la gouvernance entre les militaires et les civils. Le problème aujourd'hui dans notre logiciel de gouvernance, c'est que le politique prédomine sur le technique, sur les technocrates. Tout est politique. On a déjà les ministres qui sont politiques. On a les maires qui sont politiques. On a les députés qui sont politiques. On a le maire de la ville qui est politique. Oui. Est-ce que nécessairement il fallait que les conseillers régionaux Soit aussi politique. soient encore politiques? Et C'est tous là- les quatre politiques oui. que je viens de citer, tous fonctionnent avec des experts. Et C'est très un peu, problème. pour ne pas vous couper, très peu maîtrisent leur feuille de Ça route. crée donc une sorte d'embouteillage. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on donne l'impression que le Camerounais lambda doit réclamer quelque chose aux conseillers régionaux. Non, tu n'es pas son électeur. Non. Seuls les conseillers C'est clair. municipaux doivent leur réclamer des choses. Vous comprenez mon cri? Ce n'est pas nous, on n'a rien à leur réclamer, on ne les connaît pas. Mais les conseils municipaux sont choisis se par tient. nous. J'ai parlé de chaînes. On n'a Ça pas se tient, besoin, Timothée. on n'a pas besoin, nous, de connaître les conseillers régionaux. Voilà. Ah bon? Non, on n'a pas besoin. On a besoin de connaître les conseillers municipaux qui gèrent ce que l'on appelle les comités de développement dans les quartiers. C'est à eux qu'on adresse nos problèmes parce que eux, ils adressent nos problèmes au conseil régional. La chaîne de Voilà la lourde. chaîne. Elle est lourde en ce moment. Donc, lorsque vous quittez de votre quartier pour aller agresser le conseil régional, c'est que vous êtes trompé des destinataires. Et c'est la raison pour laquelle certains pensent qu'ils n'ont pas de siège. Et pourtant, ils ont un très beau bâtiment en face de la maison de la radio. C'est peut-être l'un des plus beaux bâtiments de conseil régional du Cameroun. Ça appartient à la communauté urbaine, non? Non pas qu'appartient, c'est le patrimoine du conseil régional D'accord. dans des accords Ok. de manio interne. Ok. C'est un très beau siège. Donc, je pense à mon niveau que le véritable problème se situe aujourd'hui au niveau de la chaîne qui est grippée. Et elle est grippée par une institution que je vais combattre toujours avec la dernière énergie, que l'on appelle la mairie de ville. On n'a pas besoin de la mairie de ville. Le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Vous savez la différence entre la décentralisation et la fédération, c'est que dans la fédération, les États fédérés peuvent déclarer leur indépendance. clair. C'est la seule différence entre les deux. Quand vous prenez le modèle français, on parle de la commune à la région et de la région au pouvoir central. Ouais. Vous prenez le modèle canadien, pareil. Vous prenez le modèle luxembourgeois, pareil. Vous prenez même le modèle russe. Vous prenez le modèle américain, pareil. Mais le Cameroun a réussi l'exploit devant tous ces modèles qui marchent, de créer un gadget et qui commande tout le monde, que l'on appelle la mairie de ville. La mairie de ville va jouer quel rôle entre la commune et la région? Elle crée une grippe là. Et vous allez observer que les communes et les conseils régionaux qui ont le plus travaillé durant ces 5 ans, c'est les endroits où il n'y a pas la mairie de ville. C'est clair. Quand vous allez dans les zones reculées où il n'y a pas la mairie de ville, les maires sont épanouis. Les maires travaillent en synergie avec les conseils régionaux. Mais dès que vous arrivez dans les grandes métropoles, où les super maires, et suivez d'abord le nom qu'on leur a donné, Oui. où les super maires sont hyper puissants, ils freinent, ils entre guillemets émasculent même le travail des maires et des conseils régionaux. Le 6 novembre, le président de la République a promis des réformes institutionnelles. Je pense vraiment que pour une décentralisation moins querellée, où on a moins de prise de bec, moins d'achoppement, il faut qu'on supprime la mairie de ville, qu'on donne la plénitude de moyens aux communes et qui savent qu'au-dessus d'elles, pour gérer l'intercommunalité, le travail que la mairie de ville fait, ce sera la région. La chaîne sera plus fluide. Merci. Je n'ai aucun problème contre les hommes qui sont maires de ville.
j'ai un problème contre l'institution. Merci Timothée. On va merci pour la précision. La communication est importante. La vie économique, puisque justement là on est en décentralisation et on se rend compte que véritablement ça peine à trouver son espace. Est-ce que ces conseils régionaux peuvent être catalyseurs de développement, Monsieur Sanzwango? Comment est-ce qu'on pourrait mieux utiliser les compétences qui sont les leurs pour justement impulser une dynamique de développement, puisque justement ils sont au cœur du processus, ils sont en harmonie, en symbiose avec les populations? Pardon, dans le code général, les compétences des conseils régionaux sont étalées sur 8 pages. C'est de l'article 267 à l'article 273. Ça veut dire qu'en réalité, la loi leur a donné tout en termes de compétences, mais de façon empirique, c'est autre chose. Merci. Vous avez la parole, M. Sanzwango. Enfin, pour vous répondre, je dois dire que moi, j'ai beaucoup écouté. Déjà, je vous salue d'avoir inscrit ce thème dans le débat de ce soir. Mais nous avons beaucoup échangé sur l'administration. L'administration, le politique. On a l'impression que nous avons ramené dans les conseils régionaux ce qui se passe dans l'administration centrale. Parce qu'en fait, les gens se battent pour les postes, mais en même temps, ils veulent être ministres, ils veulent être députés, ils veulent entrer au comité central du RDPC. Alors, du coup, les gens n'ont même pas le temps de se consacrer à l'essentiel. L'essentiel, tout à fait. Parce que nous avons parlé de conseils régionaux. Mais en fait, parlons de la région. C'est de ça qui est région. Parce que le conseil régional, c'est l'exécutif de la région. Alors, moi, je suis de ceux qui avaient salué la création des régions. Parce que, vous voyez, historiquement, on dit, quand à l'entrée, Marie disait, je vais à Yaoundé, c'est ça les conséquences de la... Yaoundé, la capitale. Oui, la capitale, les conséquences d'une centralisation forte qui date de la période coloniale. Tout à fait. Deuxième chose, nous assistons à un exode rural, je peux dire l'explosion de l'exode rural. Vous voyez, des gens, il y a aujourd'hui à Yaoundé notamment, des gens qui se répartissent des moments de dormir. Et il y en a qui dorment de 5h, 6h du matin à 20h, et à 20h, d'autres s'en vont. Alors, la région, c'était quoi? C'est de permettre, dans l'arrière-pays, aux gens de prendre en charge leur destin. De ne plus dépendre du pouvoir central, de l'administration centrale. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, moi, de mon point de vue, la région, elle est essentiellement économique. Elle est essentiellement économique. Alors, lorsque j'écoute le débat, peut-être ils ont à tort ou à raison de ces fameux 15% que l'État ne verse pas, bon, compte tenu des difficultés. Comment? À peine à 3%. Mais donnez-moi une région, donnez-moi un rôle économique dans une région, vous allez voir ce que je veux faire. Voilà. Parce que les régions doivent... moyens. Comment? Sans moyens. Qu'est-ce que vous entendez par moyens? Moi, j'ai lu des richesses qui sont locales. J'ai lu que vous pouvez avoir des ressources de... Ils sont des créateurs de richesses, s'ils le savent. Donnez-moi une région. L'autre jour, j'ai changé. Chaque région au Cameroun dispose d'immenses potentialités en ressources. C'est ça. En ressources. Qu'il faut exploiter, mais avec les moyens. Voilà, mais vous avez parlé des trésors. Il faut déjà identifier le potentiel. Vous avez un trésor, on va pas s'acharner. C'est pour dire. Lorsque nous appelons des investisseurs étrangers pour qu'ils viennent investir au Cameroun, c'est quoi? Mais demandons aux investisseurs étrangers de venir investir dans nos régions. C'est ça. Et chaque région, parce que je discutais une fois avec mon ami, j'ai un ami de la région de l'Ouest, je lui dis, mais vous avez quand je vois vos espaces, mais si vous donnez ça, mais c'est un espace fabuleux pour investir. Mais ils ont par exemple des histoires comme la route de Chifferie, qui est une réussite. Je vous assure, dans le nord, vous allez au nord à Garoua, à l'extrême nord, vous allez dans la Damawa, vous allez à l'est avec le bois, vous allez au sud. Et il y a matière à créer des richesses. C'est ça, de mon point de vue. Je pense que le chef de l'État, lorsqu'il avait
donner son accord pour qu'on développe les régions, je crois de manière intime qu'il pensait à ça. C'est sortir de la pauvreté, régler la question de l'emploi. Alors, on peut considérer que le mandat qui s'achève, c'est une sorte d'apprentissage. C'est clair. Mais moi, je dois dire que vraiment, pour le prochain mandat, vous n'aurez plus d'excuses. Je voudrais intervenir un peu. Je voudrais intervenir. Pour créer des richesses dans une région. Donnez-moi, moi, je vous assure, appelez-moi. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour créer des richesses dans une région. On va compris, M. Sazango. Oui, merci. Je suis très content parce que on s'intéresse tous à la décentralisation, c'est une très bonne chose. Mais il y a quand même des précisions à faire. Vous savez, au niveau du conseil régional, il y a également les chefs traditionnels qui sont élus. Donc chaque conseil régional a 90 conseillers régionaux. Et parmi les 90, il y a 20 chefs qui sont élus par leur père. Ça veut dire que les chefs représentent les populations. Donc vous ne pouvez pas dire que nous, on ne peut pas venir rendre compte à la population. Au-delà que nous sommes du parti, il y a également les chefs qui représentent les populations au niveau du conseil régional. Donc ce qui fait que c'est une forme de vote, qu'on a dit que c'était un vote indirect, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas des populations. Nous n'avons pas de compte à rendre aux populations. Je crois bien que nous sommes là pour les populations. Bon, mais aussi, il faut quand même relever ce qu'il faut relever, comme l'économiste a parlé, c'est que le grand problème qu'on a eu, c'était un problème de textes d'application. Vous le savez très bien. Nous attendons des textes sur la fiscalité locale. Vous savez que la région ne fonctionne qu'avec la dotation de l'État. Nous attendons le transfert des compétences. Est-ce que ça a le transfert de compétences au niveau de la santé, l'éducation, au niveau de l'éducation, mais il n'y a pas de texte d'application. Il n'y a pas la fiscalité locale. Notre souhait serait que pendant notre deuxième mandat, qu'il y ait ces textes d'application, ça va nous permettre de pouvoir travailler. Tout comme nous ne pouvons pas aller signer des partenariats alors que nous ne sommes pas autorisés à le faire. Il faut des textes d'application, que la région soit bien implantée et qu'il y ait la fiscalité locale. Est-ce que vous savez qu'au niveau de la région, si l'État n'envoie pas de l'argent, il n'y a pas d'argent dans la caisse? Tout simplement parce qu'on ne peut pas percevoir des taxes. Nous attendons ces textes. Est-ce qu'à ce niveau-là, ce n'est pas le vieux débat qui revient, le débat de l'autonomisation, des gens qui veulent être autonomes, mais qui continuent à attendre que le pouvoir central les entretienne? Est-ce que ce que le doyen Sazango sur le plateau dit qu'il faudrait être en capacité de créer et de trouver de l'argent, même si vous n'avez pas cette compétence-là à signer les partenariats, mais on peut dire, et vous avez bien commencé avec cette logistique que vous avez pu mettre sur pied, mais est-ce qu'au-delà de ça, on ne pourrait pas avoir des conseils qui s'autofinancent avec des activités, avec des marchés, avec des bâtiments, de façon à être plus autonome et que lorsque la redevance ou alors la dotation de l'État ne viendrait pas, on puisse fonctionner de façon autonome sans trop attendre que justement le pouvoir central ne réagisse. Oui, moi je peux vous dire qu'au niveau du conseil régional du centre, avec notre président, nous avons un très grand projet. Un grand projet au niveau de Ngomou. Nous voulons mettre en place un port sec. Si nous arrivons, on a des moyens de le faire. Ça va permettre à la région d'être autonome. On a des projets, mais nous n'avons pas de moyens. C'est pour ça qu'on espère que notre deuxième mandat va nous permettre de mettre en place, d'implémenter le plan régional qu'on avait eu en place. On a des projets, mais il nous faut des moyens pour le faire. Vous comprenez ce que veut dire un port sec? Si on a un port sec en Goumou, au niveau de Daga, on a déjà du terrain, mais nous cherchons des financements. Nous avons même déjà des partenaires étrangers qui sont là, qui ont accepté de financer. Si ça aboutit, le conseil régional de Yaoundé, du centre va fonctionner en bonne intelligence et on sera autonome. Oui, merci. Stéphane, une seconde. Je voudrais pour peut-être redorer le blason de monsieur le conseiller pour dire que, au-delà de ce que nous voulons partir d'une administration auto-centrée à une administration déconcentrée et surtout qui met de l'ampleur sur les élus locaux, en admirant votre présence,
je voudrais dire que dans mes multiples déplacements, j'ai participé à un échange où on demandait, c'est-à-dire que les Allemands voulaient financer des projets écologiques. Et on s'est retrouvé sur une table où aucun maire ne savait ce qu'on appelle le projet écologique. Ou alors, C'est-à-dire est-ce que c'est une priorité? Et c'est pour dire quoi? Est-ce que c'est la priorité des populations C'est en pour projet dire quoi? écologique? Qu'est-ce qu'on appelle un projet écologique? C'est-à-dire un projet qui vous amène à redorer le blason de l'environnement. Soit en Est-ce que c'est la modifiant les priorité? données, c'est-à-dire À que... Est-ce que c'est la priorité de faire l'écologie? C'est ça le problème. Je mets cet exemple en relief pour dire quoi? Pour dire que dans une administration ou alors dans une région, on n'a pas seulement que besoin des gros projets. On peut commencer par des petits, mais encore faudrait-il avoir la possibilité, la malice, l'intelligence et la magnanimité de les identifier. Oui. Donc, il faut aller par gradation ascendante. Moi, je me félicite de ce qu'ils mettent en lumière le port sec. Mais attendez, si vous n'avez pas le financement d'un port sec, est-ce à dire que vous allez passer tout un mandat sans faire quoi que ce soit? Donc, les experts, le conseiller vous précise qu'ils n'ont même pas la compétence de signer des partenariats. Au-delà de la compétence, il y a l'ingénierie personnelle qui vous amène à exploiter votre posture pour pouvoir ouvrir la possibilité aux populations d'identifier ce qu'ils peuvent créer par eux-mêmes. Vous ne pouvez pas empêcher à un riverain de créer un petit commerce qui lui fait bien, qui fait en sorte qu'il vive bien. Mais aussi vrai que le conseiller peut être un expert. S'il joue seulement le rôle dont son nom porte, conseiller, c'est-à-dire qu'il donne seulement des conseils à la population, mais attendez, il sortira grandissime. Merci. Timothée Somba, avant que... Vous voyez que Je vous assure. l'expertise est prolifique lorsqu'elle rencontre une vision. Tout à fait. Mais la vision sera vaine s'il n'y a pas d'expertise. Ils ont la vision, ça se voit, mais il y a un problème d'expertise. Cette problématique des textes d'application. Parcourez les 501 articles du code. Il n'est écrit nulle part que pour que la loi s'applique, il faut un texte d'application. Dans la constitution du Cameroun, il n'est écrit nulle part que pour qu'une loi s'applique, il faut un texte d'application. Le texte d'application intervient dans la logique des lois cadres. Parce que les lois cadres ne sont pas explicites. Elles fixent un cadre général et il faut des textes. Or, quand vous lisez un document de 501 articles, c'est qu'on est explicite. Ils doivent comprendre que le pouvoir s'arrache. C'est clair. Le pouvoir ne se donne pas. Une fois que la loi vous donne le pouvoir, arrachez-le. Mais ils sont bloqués par quoi? Par leur fameuse discipline du parti. C'est clair. Parce que les conseillers régionaux sont les amis des fonctionnaires au sein du comité central du RDPC. Ça, c'est vous qui le dites. Non. Vous n'en savez La rien. C'est la lecture- cuisine interne. Non, Timothée Somba. le collège électoral, la coloration du collège électoral dit la vérité. Parce qu'on doit faire une analyse. L'analyse juridique est là, mais il y a l'analyse empirique. Qu'est-ce qui freine les conseils régionaux aujourd'hui? Est-ce que vous voyez Gilbert Timiévouna? Là, on va un peu sur la qualité des hommes qui meublent les conseils. Vous voyez Gilbert Timiévouna, trésorier du comité central du RDPC, elle a arraché une compétence, par exemple, au ministère des enseignements secondaires, alors que la loi a déjà dit que c'est les conseils régionaux qui gèrent les lycées. Pourquoi vous laissez? Ils laissent parce qu'ils sont camarades ailleurs. Et c'est bien là le problème de cette imbrication entre les organes supposés être des organes techniques de Autonomes, développement et l'emprise du politique. Donc, si vous, le chef de l'État a déjà signé beaucoup de textes en matière de transfert de compétences. Une fois ici, nous avons eu ce débat avec les enseignements secondaires où le décret est clair. Mais pourquoi elle bloque? Rien n'autorise aujourd'hui le ministère des enseignements secondaires à ne pas transférer les ressources aux conseils régionaux. Elle bloque par les mécanismes de bureaucratie des fonctionnaires. Et il faut que eux, ils ont le droit de manifester, ils ont le droit de crier plus fort. Ils ont le droit de crier plus fort pour dire aujourd'hui nous serons élus parce qu'ils seront élus. Mais les populations nous réclament de plus en plus puisque les populations lisent la loi. Elles voient nos compétences. Et nous ne pouvons plus passer le temps à leur dire qu'il faut les textes d'application. Permettez-nous de travailler, sinon nous déposons le tablier. Merci. Si on n'arrive pas à ce niveau, rien ne va bouger. Merci. Alors, Jean Rosenborg, avant que le doyen ne prenne la parole. Timothée a très bien fait de dire ce qu'il a dit là parce qu'il a résolu un pan de ce que je voulais dire. La deuxième chose que je veux dire ici, c'est que nous sommes manifestement confrontés à un choc de culture. Un choc de culture sur des questions de développement, par exemple.
C'est pour ça que moi j'appelle de tous mes voeux le dialogue social. Le dialogue social fait quoi? C'est qu'on pose le problème, on cherche les solutions et on associe toutes les intelligences qu'il faut pour résoudre ces problèmes. Voilà pourquoi j'ai dit que Timothée, il faut des experts. Parce que si vous, par exemple, étiez à côté du conseiller régional il y a 2 ans, on ne serait pas en train de parler comme on parle aujourd'hui parce qu'il aurait pris des initiatives, sachant qu'il est couvert. Parfois, ces aînés qui ont une habitude de développement ont simplement besoin que la génération d'après puisse apporter un plus. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois que les générations doivent s'entremêler, travailler ensemble. La question de développement, voilà, la question de développement est une question de concertation de toutes les énergies et de toutes les forces. Il y a une loi sur l'incitation à l'investissement privé que vous pouvez par exemple prendre à votre compte. Et c'est de ça que le doyen parle. Appeler les investisseurs étrangers, ils ont un cadre sur lequel ils opèrent partout où vous leur donnez le titre. Vous avez les terres, vous avez l'espace, vous avez la ressource. Le Cameroun, dans sa globalité, et chaque région est potentiellement potentiellement plusieurs sites touristiques d'abord. Maintenant, les richesses, on ne compte même plus. Le potentiel humain, on ne parle même pas. Pour le cas de Ngoumou, les richesses de Ngoumou sont connues. Il faut donc aujourd'hui que vous puissiez prendre à bras le corps cette situation qui a mis notre pays en difficulté très récemment, le 12, avec les élections qu'il y a eu. C'est que les populations se plaignent des choses qu'elles savent que vous pouvez faire, mais vous êtes toujours en train d'essayer de trouver des raisons. Mais qu'ils ne font pas. À votre corps défendant, il n'y a pas que vous qui devez travailler sur ce chantier. Il y a également les experts qui doivent parfois enfoncer la porte. Dans la conception des TDR, et vous dire, attention, on ne peut pas continuer comme ça. Parce que si rien n'est fait de manière claire et à toutes les échelles, on aura le même problème dans ces temps. Le même problème parce qu'on aura toujours l'excuse de la bureaucratie, on aura toujours l'excuse des textes d'application, on aura toujours l'excuse de, vous savez, essayons de travailler plus sur la paix que sur le développement. La paix aujourd'hui est une réalité que tous les Camerounais partagent. Mais nous voulons le développement. Pour donc que ça arrive, il faut que cette question de 15% qu'on essaie de mettre sur la table soit complètement évacuée. Que chaque région puisse faire vraiment un état en interne de ses capacités, de son potentiel et se mettre à rechercher des investisseurs qui vont pouvoir les accompagner. Oui, créer des ressources propres. Et à partir de là, quand vous avez commencé à travailler dans ce sens-là, ces mêmes gens qui traînent en bureaucratie verront qu'ils gagneraient même à vous laisser les compétences parce que désormais vous avez les moyens de votre politique. Si vous ne faites pas le travail à l'envers, vous serez toujours confronté aux populations comme nous autres qui savons qu'on doit s'adresser à vous. Il est gentil de dire que moi je ne parle pas en bas. Je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous. Soit le conseil professionnel, soit le juge administratif cranche les compétences. Cette année, on va arriver à ce niveau. Et ça, je vous préviens. Merci. Moi, je sors par là, je vous préviens. On va arriver à ce niveau où nous savons que le Cameroun mérite mieux. Et si vous ne faites rien, les conseillers régionaux, les maires, les députés, nous allons vous porter plainte. Merci. Lucien Sanzongo, je me tourne vers vous, puisque à ce niveau, si vous étiez... Non, c'est trop facile. Expert consulté par un conseil régional, quelle est la première orientation que vous donneriez au président de conseil? Jean-Maurice Mbok préconise une découverte des potentiels, le premier pan, ou alors une redéfinition des profils de ceux-mêmes qui doivent porter les conseils. Puisque s'il faut aller négocier des partenariats à Singapour, en Chine, à Bruxelles, il faut bien les gens outillés et en capacité de pouvoir le faire. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on les forme. Peut-être, moi j'essaie de répondre, hein. Peut-être que ça se fait déjà. Moi je vois chez moi à l'Ulodor, vous savez, moi je prends le cas de la région du Sud, je vois comment le grand frère se bat hein, pour faire avancer les choses. Oui. Mais il faut d'abord faire un état des lieux. Hein. Parce que vous savez, le problème, les difficultés que nous avons en Afrique souvent, c'est de commencer les choses comme ça va. Mais il faut d'abord faire un état des lieux et définir un chemin. Et priorité. Et cet état des lieux, c'est quoi? Aller vers les populations. Vraiment, il faut mettre l'accent. C'est la vieille il faut mettre de l'argent dans les rencontres avec les populations. Parce que la régionalisation a été créée pour répondre aux besoins des populations. Aux besoins des populations. L'état des lieux est très important parce qu'il va permettre d'identifier
tout ce qui constitue comme potentiel, qui pourra être transformé en service, en industrie. Alors, moi, je C'est parle ce que nous on a appelé le plan régional du centre, Comment? qui a déjà été fait. Alors, mais c'est pour ça que j'ai commencé par dire que oui. ça a été fait. Mais pourquoi vous ne mettez pas ça en œuvre? Maintenant, Ils n'ont le pas de deuxième moyens. mandat va nous permettre de le mettre en Ouais, œuvre. vous savez, Cherchez moi, les Ça veut dire que expertises. Vous si vous savez, n'aviez les pas eu le experts sont là deuxième pour ça. vous mandat, savez, la question des moyens, c'est une question difficile à régler. Mais tendre la main, vous ne serez jamais servi. C'est-à-dire, Machiavel le dit, hein. C'est-à-dire, lorsque c'est une politique pour tendre la main tendue, c'est-à-dire, vous pensez qu'on va mettre quelque chose dans votre main, il sera difficile véritablement que vous puissiez avancer. Mais créer des ressources, c'est créer l'intelligence. Alors, Créer des j'ai posé la ressources. question. Vous, en tant que conseil, par exemple, de la région du centre, qu'est-ce que vous leur proposeriez pour justement sortir de cette situation de phagocytose où ils ne sont indépendants que de nom, mais pour la ressource, il faut attendre bien que l'État central approvisionne. Qu'est-ce que vous le conseilleriez? Nous sommes à Yaoundé, nous sommes à Ngoumou, nous sommes en Balmayo, nous sommes en Angré-Boko. Au vu du potentiel, on met le curseur à quel niveau pour sortir de cette dépendance quasi systémique à justement la manne qui viendrait de l'État Je central. vous ai dit qu'il faut identifier le potentiel. Bon, lui, il dit que, monsieur le conseiller régional dit qu'ils ont ce document. Moi, je pense qu'à partir de... Je vais faire l'effort de prendre connaissance de ce document. Mais moi, je dois dire qu'il y a quand même une faiblesse dans la dynamique de promotion. Reconnaissons-le. investir. Et ce n'est pas mauvais. Il faut investir. Et ce n'est pas mauvais. Vous ne pouvez pas dépenser 10 milliards pour acheter les engins Pour les que stocker. vous ne louez à personne et ils sont stockés. C'est clair. Les mêmes 10 milliards auraient construit un collège régional d'enseignement technique et qui rentrerait, qui allait formerait les générer techniciens. des fonds Et qui- propres à la région et qui allait permettre donc d'acheter non pas 25 engins, je loue l'initiative, mais on allait acheter 2 engins et avoir de quoi mettre le carburant. Voilà, pour moi, l'idée d'utiliser sa toute première dotation pour acheter les engins, pour moi, n'était pas optimale. Merci. Stéphane, Non, juste on une va seconde. permettre J'ai au conseiller- une seconde. Moi, je n'avais pas terminé. S'il vous plaît. Non, moi, je n'avais- Il va terminer. C'est-à-dire qu'on arrache. Allez-y, M. Sazango. Vous savez, la logique qui consiste à dire qu'il faut arracher. Non, ils n'ont pas besoin d'arracher le pouvoir, puisque c'est des hautes personnalités. C'est des personnalités d'une dimension telle qu'elles n'ont même pas besoin d'arracher le pouvoir. Et ils ont la possibilité d'entrer à des niveaux tels que régler ces problèmes me semble... C'est cela qui bloque. C'est une question de leadership. C'est la bureaucratie qui bloque. Oh, mais la bureaucratie, elle est partout. Hein. Stéphane, La en une bureaucratie est seconde, partout. Hein. Mais il faut Je savoir voudrais- S'il comment... vous plaît, s'il vous Hein? plaît. La bureaucratie, partout. En France, vous trouverez la bureaucratie. Aux États-Unis, vous voyez le président Trump qui se bat contre la bureaucratie. Donc la bureaucratie, c'est juste c'est être consubstantiel au fonctionnement des sociétés. Mais je pense que, moi j'ai dit, hein, j'ai conclu en disant que, bon, je considère ça comme une période d'apprentissage. Et que le mandat qui démarre leur donnera assurément la possibilité de... Alors, moi, par exemple, à Yaoundé, il y a un cluster bois en Colbison il avait été décidé avec le président hein, qu'on crée un cluster de transformation du bois. Au lieu qu'on exporte le bois en grume, mais qu'on le transforme. En Colbison, par exemple, c'est un projet extrêmement important la Banque mondiale était disposée à financer ce projet. Moi, je viendrai vers vous, je veux vous donner un certain nom. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire comme ça, de manière exhaustive sur le plateau. Je viendrai vers vous. Merci. oui, Monsieur en quelques Abondo, moments, avant je que le voudrais conseiller dire prenne la que parole. c'est dans le développement de ce qu'on appelle le pragmatisme. Le pragmatisme qui est cette doctrine philosophique qui voudrait que l'action ne soit bonne que si elle est rentable et efficace. Alors, dans cette approche pragmatique, la première des choses, ce serait de prendre conscience de son état. C'est Husserl qui disait toute conscience est conscience de quelque chose. Il faut former les conseillers régionaux. Il faut les former.
Vous avez des gens qui ne savent pas identifier les besoins, les états, les richesses dont ils disposent, mais qui sont là, ils ont un vademecum qui ne maîtrisent pas, on leur dit ils ont besoin des experts et autres, mais si on les forme, on aura gagné parce que il va vous dire l'expert, je dois le payer alors que on devait me transférer 15%, pour l'instant c'est 2%, donc je ne peux pas payer l'expert. Il faut les former. Dès que vous formez les gens, ils ont le profil de l'emploi, il posera le moins de besoins possible, le moins de problèmes possible, mais maintenant, ils auront donc ce qu'on appelle un vademecum. Ils sauront où ils vont. Et c'est la raison pour laquelle ils vont identifier ce qui peut constituer l'objet de création des ressources qui peuvent promouvoir soit l'employabilité ou alors la disponibilité des ressources et surtout des moyens. Et on va donc voir une orientation plausible. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir s'ils sont formés. Après cette élection, ils sont formés. Vous allez voir des gens qui poseront de moins en moins de problèmes en termes de textes d'applicabilité ou de l'application des textes. Mais il reste un détail. Dès qu'ils ont pris conscience de ce qu'ils doivent être formés, vous allez donc vous rendre compte que la première orientation, c'est de se rapprocher des populations, prendre leurs désirs et les valoriser en les transformant comme modèles pouvant créer soit l'auto-emploi ou alors un emploi de proximité en s'extériorisant. N'oublions pas, on parle des régions, mais les régions peuvent collaborer entre elles en faisant des échanges de services. Et voilà un potentiel. Et ça va faire en sorte que ça rote, ça tourne, ça crée la changeabilité, l'interchangeabilité, la connectivité, l'interconnectivité, la collaboration d'une région à une autre, et ça va nous ramener dans un relief où nous serons bien et fiers de voir comment la région tourne en complétant l'autre en fonction non seulement de ses manquements mais aussi de ses besoins et vice-versa. Monsieur le conseiller, beaucoup, pas de récrimination, mais beaucoup d'observations sur ce qui pourrait être fait vu les compétences qui sont les vôtres. Alors, les Camerounais qui vous regardent et qui réagissent nombreux, j'aimerais quand même, puisque vous, de votre côté, vous êtes dans la grandeur et peut-être l'espérance, avoir de l'espérance pour le prochain mandat qui arrive. Qu'est-ce que vous leur promettez à ces Camerounais, puisque les corps électifs étant connus, vous êtes carrément sûr, si on ne fait pas de langue de bois, d'être reconduit. Qu'est-ce que vous pouvez promettre justement à ces citoyens du centre, puisque vous êtes conseiller régional du centre, en termes de développement, en termes d'impact sur leur quotidien? Oui, merci pour cette question. En fait, on le sait très bien, lorsque on était en campagne, on a fait le tour de nos villages. Nous savons très bien que les populations comptent beaucoup sur le conseil régional. Oui. On était dans tous les villages, ils ont essayé de nous exprimer leurs besoins, et nous-mêmes aussi, on a fait des tours dans les structures où on a la compétence, on a compris qu'on a beaucoup à faire. Donc, comme j'étais en train de le dire, nous avons fait un plan régional de développement. C'était notre premier mandat. Actuellement, nous voulons mettre en œuvre ce plan de développement au niveau de la région du centre. Et pour le faire, comme j'ai eu à l'évoquer, nous avons besoin des moyens de le faire. Si moi je vous dis, à titre illustratif, vous savez, en 5 ans, tous les conseillers régionaux du Cameroun ont perçu 150 milliards. 150 milliards, vous pouvez, si vous divisez ça par 10 régions, ça représente quoi en 5 ans? On ne peut pas développer, on ne peut pas satisfaire nos populations avec 15 milliards. On ne peut pas. Puisque vous allez voir les budgets des conseils régionaux, c'est 3 milliards, 4 milliards. Oui, même à Yaoundé, si les priorités au centre, sont... S'il vous plaît, au niveau du centre, nous avons 10 départements, vous le savez bien. La région du centre est très vaste. Avec un budget de 3 milliards, 4 milliards, qu'est-ce qu'on pourra bien faire? Notre président, qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau de la région? Qu'est-ce qu'on a eu à faire? Parce que, vu ce budget, il a estimé que la première année, nous pouvons acheter des engins.
Les années qui vont suivre, on aura la fiscalité Il y a eu qui va nous un permettre de retour sur pouvoir investissement travailler. avec cet achat d'engins. On ne peut pas avoir le retour d'investissement en 5 n'ont ans pas seulement. investi. En 5 Ils ont ans seulement. consommé. Mais sinon que les engins ont quand même eu à travailler dans certaines routes. Oui. Mais C'est pas vrai, ça qu'on parce ne que peut pas nous, avoir déjà, un retour Les nous, maires d'investissement. aussi ont les engins. Comment ils font encore les mêmes Pour choses vous que dire, les pour être un peu sérieux, Oui. vraiment, ce que nous on demande, on sait que les populations ont espoir. Nous voulons travailler pour ces populations. Donc tout ce que nous nous demandons, c'est que les textes d'application soient promulgués. Le livre, le Code général de décentralisation, fixe les subventions à verser au niveau des mairies et des conseils régionaux. 15%. Actuellement, en 5 ans, on n'a même pas pu percevoir 3%. Qu'est-ce que vous voulez que les conseils régionaux puissent faire réellement? C'est à vous. Comme vous Les êtes en train demandez de donc parler pas de de cette mandat. manière, on compte bien sur vous Oui. pour qu'il y ait des transferts de compétences, que ça part des ministères. Et au-delà de la vers les compétence, qui est l'argent. Oui, voilà. Que les compétences partent des ministères vers les conseillers régionaux pour que les conseillers régionaux puissent travailler. C'est tout ce que nous demandons. Merci. Stéphane, Pardon, moi c'est... Oui. Rapidement, j'aimerais dire à monsieur le conseiller régional qu'on ne fait pas votre procès. Non, du tout. Ce n'est vraiment C'est pas pas votre vous. procès. Oui, je vous Oui, comprends tout. parfaitement. C'est le procès du fait qu'on a transposé, comme le doyen l'a dit, les mécanismes de l'administration publique au sein des régions. À partir du moment où les maires achètent déjà les engins, les régions ne devraient plus se lancer dans cette histoire d'engins. D'où le nécessaire état des lieux dont parlait le doyen. Qu'est-ce qui se fait en ce moment? Quelle est la valeur ajoutée que le conseil régional va donc apporter? Parce que s'ils se mettent à refaire les mêmes choses que les autres, transfert de compétences, ça voudra simplement dire qu'on a enlevé les compétences dans un ministère pour les gérer au niveau de la région. Ça ne résout pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est d'impulser le développement. Avec 3 milliards, moi, président du conseil régional du Centre, je n'aurais pas acheté les engins. J'aurais construit soit un collège d'enseignement, un collège régional d'enseignement Vous l'avez technique, dit, Timothée. soit alors j'aurais construit une gare qui me permet de capter la ressource. Parce que même la fiscalité locale dont tu parles aura un autre problème. Nous, ça va nous ajouter les impôts. Voilà. Or, nous, on attend plutôt que le conseil régional vienne diminuer nos charges. Vous voyez un peu. Voilà le problème. Et là, le profil est obligé d'être interrogé. Est-ce que ceux qui gèrent les conseils régionaux, tels qu'on voit le profil, moi, là, on peut citer les noms, les Emmanuel V, les Dr Foucault, les Gilbert Timévouna. Est-ce que quand vous regardez leur phénotype, le profil, est-ce que c'est eux qui vont impulser ça? Je dis non. On a décidé, je vais sortir par là, le président de la République a décidé que les sous-préfets, aujourd'hui, c'est les fonctions des jeunes. Les préfets, c'est moins jeunes et les gouverneurs, c'est les doyens. Au niveau de la décentralisation, on doit faire pareil. Il a parlé de la promotion des jeunes. Qu'on donne certaines fonctions qui nécessitent le dynamisme à la jeunesse. Parce que nous foisonnons d'idées et nous nous agaçons et nous ennuyons du fait de voir que ceux qui sont au pouvoir ne voient pas tout ce qui est devant nos yeux. Merci Timothée. On va dire qu'il faut hein. apprendre, il faut faire ses classes. Jean-Moïse Boc, je me tourne vers vous. Conseil, pas un conseiller, peut-être aussi. Non, mais il faut déjà dire que, je dis que ce soit monsieur le conseiller régional, que ce soit le maire, que ce soit le député, que ce soit le ministre, le Camerounais lambda vous voit tous comme une gouvernance de 43 ans. C'est vous qui dites que vous avez 5 ans. Le Camerounais lambda vous voit vous tous comme des gens qui ont 43 ans de gouvernance. Donc, supposé avoir une certaine expérience. Et votre profil, comme disait Timothée, forcément porte une certaine expérience. Donc, 5 ans qu'on a entendu là, je peux vous garantir que ce que vous voyez sur ce plateau, ça passe vite, c'est le nouveau Cameroun. C'est clair. Une société civile inquisitrice qui ne va plus se taire. C'est-à-dire que vous avez, à partir de ce mandat, des gens qui vont observer tous les responsables à toutes les échelles et qui vont décrier
de manière à ce que vous puissiez comprendre qu'on n'a plus le temps de réfléchir ou de se dire bon, et peut-être non. Là, c'est de l'action rapide parce que l'émergence, c'est demain. Et si on n'atteint pas l'émergence, il n'y aura pas d'excuses. Nous sommes dans un contexte où vous gagnerez, vous tous les élus, à bien comprendre que le ras-le-bol des Camerounais n'a que été calmé. Il s'est simplement stoppé. Et le discours du chef de l'État, oui, qui était salutaire, qui a apaisé les gens, a quand même créé un espoir et a tracé un sillon qui vous oblige à travailler tous rapidement, fidèlement et efficacement. Ce qui fait donc que ne croyez plus que le poste que vous avez est désormais un poste tranquille. C'est fini. Vous allez avoir des grèves devant les mairies, les grèves devant les conseils régionaux, les grèves devant les ministères. Mais parce que les Camerounais veulent que les choses changent. Et c'est vous, et c'est à vous, je veux dire, que le chef de l'État a fait confiance. Désormais, c'est vous qu'on regarde. Et il faut que les choses changent avec vous. Merci. Lucien Sanzwango. Moi, je vais être exigeant. Voilà. C'est ça le Cameroun aujourd'hui. Je pense que je vous ai dit que les régions doivent être des pôles économiques et de compétitivité. Voilà. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. Et moi, je préconise, il faut qu'on mette les régions en concurrence. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, qu'on dit voici la région, meilleure région. Il faut qu'on... Et de ce point de vue, qu'il y ait un minimum de ressources vers les régions, mais une plus-value par rapport aux performances que les régions ont établies. Et les performances, on les reconnaît facilement. Voilà la proposition que je fais. Il faut qu'on les mette en concurrence. Merci. Monsieur le conseiller, c'est vrai que les attentes sont nombreuses, mais on est en train de sortir. Un mot, justement, aux populations camerounaises qui ont beaucoup d'espoir quant à ce qui va se passer demain. Oui, le mot que je pourrais donner, c'est un mot d'espoir, un mot d'espérance. Tout simplement parce que nous, on a été des pionniers. On a eu d'abord un premier mandat. Le premier mandat était un mandat, comme certains ont eu à le dire, un mandat d'expérimentation. Oui. Un mandat qui ne pouvait pas nous permettre de nous mouvoir compte tenu de tout ce qu'on a eu à citer, pas de fiscalité locale, pas de transfert, mais nous espérons que le deuxième mandat, nous avons déjà un plan de développement de la région du centre. Oui. Nous voulons mettre ce plan en œuvre. Donc tout ce que nous voulons, nous disons aux populations, c'est que on va aller à la région, au niveau du conseil régional, c'est pour leurs besoins au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Ce plan va épouser la jeunesse et les femmes, comme le souhaite le chef de l'État? Il va de soi, que les femmes seront impliquées. Vous voyez même d'ailleurs, si vous voyez les conseils régionaux du Cameroun, il y a beaucoup plus de femmes également. Au niveau de notre parti, on a mis la part belle en ce qui concerne vraiment que les femmes soient également des conseillers régionaux. Oui. Il y a des femmes dans tous les conseils régionaux du Cameroun. Donc, et des jeunes également. Donc, comme j'étais en train de le dire, on va mettre l'accent sur le développement des régions. Ça veut dire la région du centre, des villages, dans les domaines qui sont les nôtres. Donc nous attendons tout simplement qu'on soit élu et que les budgets soient mis en place pour qu'on puisse le faire. Merci. Marc Lambert Onoa. Une anecdote. J'espère que vous n'allez pas revenir sur le propos de M. le conseiller. Oui. Est-ce que vous savez que les dotations en matériel roulant que les régions utilisent aujourd'hui n'ont pas été achetées par les régions? Elles ont été achetées par le Mindevel. Et c'est un problème. Pourquoi le Mindevel n'a pas transféré la ressource aux régions pour que chaque région achète le véhicule qui est conforme à son parc routier? Donc là, on interpelle aussi le jacobinisme du pouvoir central qui contribue à empêcher les régions de bien fonctionner. J'avais juste on sort. dire que Cheikh Hamidou Kane disait que un enfant qu'on n'éduque pas, on le perd. Une société qu'on ne gouverne pas court vers la pente de la corruption. Ça voudrait dire quoi? Nos conseillers, ou alors le conseil régional, s'ils savent qu'il y a des pays dans le monde qui ne vivent que du tourisme, on parle du Cameroun comme une Afrique en miniature. Si
les conseillers régionaux identifient seulement les sites touristiques et utilisent les 3 milliards pour les rénover uniquement pour ces visites. Je crois qu'à moins de 5 mois, ils rentrent dans leurs frais et ils constituent une plus-value. Nous sommes là pour des propositions salutaires. Et c'est la raison pour laquelle, si on avait confié ces postes au premier abord aux jeunes, ces jeunes auraient une expertise de 5 ans. Et c'est maintenant, on salue la maturité de ceux qui sont là et qui jouent les nouvelles. La mandature est confiée aux jeunes et aux femmes maintenant, heureusement. Conseil pour conseil, moi je crois qu'il faut qu'on mette beaucoup d'accent responsable et suivi au dialogue social. Parce que les jeunes doivent être consultés, pas comme dans un meeting, mais consultés avec leurs propositions écrites. Je dis bien écrites, dans lesquelles ils se reconnaissent. Et quand vous implémentez une feuille de route, que vous puissiez la leur lire, qu'ils se reconnaissent dans ces feuilles de route. Parce que la plainte reste la même. On a pris des mesures, mais parfois c'est des mesures de Pépé Calais qu'on a pris sur Momoro. Donc finalement, ça ne donne pas toujours quand il faut faire la bille. Je fais l'exemple, mais on se comprend très bien. Parler avec les jeunes et que les jeunes se reconnaissent dans ce que vous faites comme rendu. Merci, M. Sanzango. On sort un conseil pour ceux qui seront aux affaires demain. Ben, je pense que j'ai suffisamment dit. Il faut ajouter. Moi, je pense qu'il faut mettre les régions en concurrence. Vraiment, dans une dynamique libérale, il faut mettre les régions. Et l'émulation. Merci. Et il y a, comme il a dit, et il y a matière à créer des richesses et des emplois dans les régions. Merci, c'est ce qu'on va retenir. On va dire merci à Marc Lambert-Ondois, le conseiller régional, à qui nous souhaitons bonne chance. Oui, surtout bonne réussite. Merci à vous, Timothée Somba, M. Sanzango, expert des questions industrielles et d'économie. Moïse Mbok, Monsieur Abondo. Merci pour l'amitié renouvelée. Merci à vous, merci à ceux qui nous regardent de par le monde, à ceux qui ont réagi. On va dire que vous restez sur les programmes d'Info TV, puisque dans 1 heure, on sera en direct pour justement les informations en version langue de Molière, mais surtout en langue de Shakespeare, pour que justement la meilleure, la vraie information s'exprime. Vous êtes sur Info TV, merci d'y rester, bien le bonsoir.